Hi, everybody. So thank you for coming to the first. Première présentation sur la thérapie pharmacologique aujourd'hui. J'ai donc le plaisir de vous présenter un de mes collègues, Dominique Ely. Nous avons bien sûr travaillé ensemble. Dominique Ely est un psychiatre gériatrique qui a fait compléter sa résidence et sa sous-spécialité en formation à l'université McGill. S'est joint au service gériatrique de l'Institut universitaire où elle traite les patients ambulants. Elle était aussi professeure au département de psychiatrie de l'Université de Montréal avant l'école de maths. Le docteur Ely a complété sa maîtrise en pharmacologie, a travaillé sur le traitement pharmacologique des délires associés au cancer avancé. C'est après ses sous-spécialités, les demeurées actives en recherche, et elle a aussi été utilisé pour les personnes âgées avec des problèmes de santé mentale. Elle a travaillé dans plusieurs environnements, la gériatrie, les soins intensifs, la physiologie et les soins de longue durée, tels que vous le savez. Elle est assez polyvalente du point de vue professionnel et qu'elle est ici pour nous parler des médicaments psychotropes en soins palliatifs. Donc, merci beaucoup. Bonjour à tous. J'espère que vous avez beaucoup de plaisir à Montréal pour vous cette semaine, pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas d'ici. Nous avons en gros une demi-heure ensemble pour parler des médicaments psychotropes en soins palliatifs. J'espère que je pourrai tout couvrir et j'espère avoir du temps pour des questions-réponses à la fin. Donc, pour mentionner, j'ai un conflit d'intérêt potentiel qui n'est peut-être pas réel, mais enfin c'est pour mentionner que durant toute la présentation, je vais mentionner plusieurs médicaments qui sont actuellement, comment dirais-je, pas nécessairement indiqués pour les soins palliatifs. La plupart d'entre eux sont des usages hors, hors étiquetés. Et actuellement, vous devriez être en mesure d'en savoir quelque chose. Nous allons essayer de travailler des stratégies de prescription pour les sevrages et les augmentations pour les médications psychotropes fréquentes ou communes et reconnaître les interactions entre les psychotropes et les différents médicaments utilisés dans le contexte des soins palliatifs. Durant la présentation, nous allons couvrir les différentes compétences CanMed, bon, qui demandent des experts et aussi des collaborateurs. Alors commençons avec le premier objectif, être à même de pouvoir choisir la gestion adéquate pour les médicaments psychotropes en fin de vie. Essentiellement, cela devrait couvrir ce que vous devrez faire quand vous avez un patient qui a été sur des médicaments psychotropes pour une longue durée, tels des patients tels les schizophrènes ou les maniaco-dépressifs sur des médicaments depuis plusieurs années. Si nous commençons avec les antipsychotiques ce ne sont pas seulement utilisés pour le traitement de la schizophrénie, ils peuvent être aussi utilisés pour augmenter ou potentialiser les antidépresseurs. On peut utiliser pour le traitement de la démence, pour les perturbations behaviorales, pour les agitations, les délires. Et si vous voyez actuellement un patient avec un antipsychotique sur leur liste de médicaments, vous devez penser que ce n'est peut-être pas simplement la schizophrénie, peut-être y a-t-il autre chose et que c'était la raison pour laquelle un antipsychotique était prescrit initialement. Les antipsychotiques, vous pouvez peut-être voir sur la liste opération en 2022, nous utilisons certains des antipsychotiques de première génération, tels l'Aldol. Et essentiellement, vos patients les plus âgés peuvent être sur des médicaments assez bizarres qui, pensez-vous, ne seraient plus utilisés de nos jours, mais enfin, l'Aldol, la loxapine, mais je vous dirai que les patients plus jeunes seront... Désolé, je n'ai pas
un indicateur laser, ce serait plus facile pour pointer à l'écran, mais vous verrez des différences sur des antipsychotiques de deuxième genre, tels la lanzapine, le risperidone, la quéterapine et aussi la quazapine. La quazapine, je présume que plusieurs d'entre vous n'êtes pas vraiment fini avec parce que c'est vraiment un antipsychotique que les psychiatres vont prescrire assez fréquemment. Et nous examinerons cet antibiotique ensemble pour savoir ce que vous devez faire quand vous avez un patient qui se le voit prescrit. Que faire quand vous avez un patient qui est sur les antipsychotiques? Et d'abord, il faut bien sûr éclaircir le diagnostic, ce pourquoi ce médicament a été prescrit au départ. Parfois, les patients peuvent être réfractaires au traitement et il peut être difficile de trouver un bon antipsychotique pour contrôler les symptômes antipsychotiques. Donc, vous ne voulez pas tout simplement secouer la baraque en modifiant le traitement et d'abord essayer de tirer au clair le diagnostic. Et le deuxième, ce serait d'évaluer les effets secondaires, surtout en fin de vie. Plusieurs changements physiologiques peuvent mener à des effets secondaires plus proéminents. L'un des plus importants que vous pouvez rencontrer, ce sont les syndromes dits extrapyramidaux, tels du parkinsonisme, et c'est cela quelque chose que dont vous pourrez vous souvenir facilement parce que vous savez que votre patient en fin de vie peut avoir des difficultés à avaler. Mais souvenez-vous que des antipsychotiques à haute dose, spécialement tels l'aldol, l'allopéridol, le respiradone, auront tendance à créer des problèmes de déglutition et des pneumonies d'aspiration. Donc, il faut garder cela présent à l'esprit. J'ai mentionné les symptômes métaboliques tels la l'hyperglycémie, par exemple, c'est quelque chose que vous pourriez garder présent dans l'esprit. Des symptômes anticholinergiques qui peuvent mener à de la constipation, de la rétention urinaire, la confusion. Parce que sans tous les autres médicaments qui sont utilisés en soins palliatifs, cela peut mener à des complications. Les symptômes cardiovasculaires, la prolongation QTC, l'hypotension orthostatique et également aussi des syndromes neurologiques tels actuellement les attaques certains qui ont des syndromes cervicaux actuellement peuvent présenter cela. Alors, gardez présent à l'esprit que cela peut exister. Et parfois, lorsque vous allez annuler un médicament, cela peut mener à de la décompensation ou à des perturbations neurologiques. Et je suis convaincu que vous ne voulez pas avoir à faire face à cela dans votre unité de soins palliatifs. Donc, si vous avez un patient sur les antipsychotiques qui ne peut plus avaler de pilules de comprimés, alors il faudra sans doute consulter le pharmacien sur votre équipe et le psychiatre, parce que dépendamment où vous pratiquez, cela dépend du pays. Souvent, les antipsychotiques ne sont pas toujours les mêmes. Certains peuvent être disponibles sous une forme liquide, mais dans différents pays, ça peut changer, ça peut varier. Et très souvent, votre pharmacien est votre meilleur ami quand il s'agit d'avoir une formulation différente. Et vous avez une liste, bien sûr, affichée à l'écran. Je vous dirais que l'allopéridol est sans doute votre meilleur ami, votre recours de choix, car vous serez en mesure de l'avoir administré par différentes routes. Et nous avons bien sûr différentes options avec les autres médicaments également. Parlons un peu de la quazapine actuellement. Ça peut être un peu, euh, un peu bizarre avec, surtout en soins palliatifs. Il peut y avoir des effets secondaires assez rares mais sérieuses, c'est-à-dire la granulocytose. Et tel que vous le savez, si un patient est aussi sur la chimiothérapie, cela peut mener à ce que nous appelons un code rouge, c'est-à-dire que les globules blancs sont vraiment faibles et vous devez peut-être cesser le médicament à plusieurs moments et, oui, et réintroduire la clozapine. Et si votre client a un code jaune ou ambre,
Les neutrophiles sont peut-être un peu bas. Vous pouvez continuer la clozapine, mais il faut bien sûr suivre de très près, au moins 2 fois par semaine, avec des tests sanguins pour s'assurer que tout va bien. Mais gardez présent à l'esprit que cela est un effet secondaire important de la clozapine, spécialement pour votre patient en fin de vie. La clozapine est aussi un peu délicat parce que si la médication est arrêté pour quelques jours, par exemple, à cause d'une chirurgie ou si le patient est confus pour quelque raison que ce soit, vous ne pouvez pas tout simplement recommencer la médication à la même dose qu'auparavant, surtout si vous arrêtez pour plus de 72 heures. Et vous avez donc une réintroduction, un échéancier de réintroduction, mais gardez présent à l'esprit que la clozapine, c'est quelque chose d'un peu délicat. Sans doute que le pharmacien, la pharmacienne doit être impliqué. Vous ne pouvez pas tout simplement recommencer le médicament aux doses que vous donniez auparavant. Nous avons ici quelques questions. Alors, si vous avez un patient sur la clozapine qui a cessé de fumer, et je vous dirais que c'est assez fréquent, si un patient est admis ou devient trop faible pour sortir et fumer lorsqu'ils sont hospitalisés, qu'arrive-t-il entre la clozapine et la nicotine? La clozapine actuellement c'est la nicotine plutôt qui va améliorer le métabolisme de la clozapine et la clozapine pourrait peut-être augmenter le patient pourrait devenir un peu en état toxique, comme sous sédation. Il faut donc vérifier le niveau de clozapine. Ça peut prendre des jours, sinon des semaines pour obtenir le bon niveau. Vous le demandez, mais vous devriez décroître la dose immédiatement et vous aurez ainsi votre réponse. Jusqu'à quel point est-ce que le niveau de clozapine pouvait se trouver? Que faites-vous si vous avez un client sur la clozapine qui se présente avec de la fièvre ou des symptômes grippaux? Peut-être que vous devez regarder que la clozapine peut entraîner une réduction des globules blancs et vous devez vous assurer que ce n'est pas le cas. Donc, demandez finalement des tests sanguins appropriés. La clozapine peut créer de la myocardite souvent dans les premières semaines des traitements ou de la cardiomyopathie. Donc, il ne faut pas l'ignorer. Ne s'assurez pas que ce n'est pas un UTI ou une pneumonie. En fait, c'est quelque chose de plus facile à traiter qui serait plus simple. La clozapine est aussi connu pour créer des constipations sévères, donc ne présumez pas que le client est constipé parce que tous les patients en fin de vie sont constipés. Cela peut mener à des événements sérieux tels la contraction l'impaction fécale, l'obstruction intestinale et la paralysie iliaque. Et gardez présent l'esprit que actuellement l'octopène défend le niveau de- de- d'attaque et donc, pour réduire ce niveau, nous utilisons une anticonvulsant telle lorsque la clozapine qui est dose dépendante, avoir un anticonvulsif tel l'amotrazine, c'est quelque chose que nous faisons sur une base régulière. La plupart, les stabilisants de l'humeur qui sont utilisés pour les symptômes bipolaires, mais peuvent aussi augmenter des les stabilisants que vous pouvez retrouver, ce sont le lithium, le valproate, la lamotrigine, qu'on appelle aussi. Ce qui est important de se rappeler ici, c'est qu'actuellement, vous ne pouvez actuellement doser cela dans le sang et si vous avoir une idée si le médicament est toxique ou pas. Et, euh, si le patient est sur une dose thérapeutique. Avec le lithium, vous devez essentiellement vérifier le niveau sérique et la plage thérapeutique est différente pour un adulte ou pour un aîné. Et je vous dirais que pour une personne qui est frêle, qui est malade, j'utiliserais plutôt la plage pour les patients âgés, c'est-à-dire de 0,4 à 0,8 milli équivalent par litre.
Et la question alors demeure comment ou quand et à quel rythme faut-il vérifier le niveau? Parfois, c'est entre 6 et 12 heures après la dose, sans quoi votre niveau sera biaisé. Vous ne pourrez pas avoir une image réelle du niveau. Et si vous suspectez qu'il y a toxicité, vous devriez demander un examen immédiat. N'attendez pas de 12 heures après l'application de la dose. Et après, c'est bon pour les différentes, s'ils ont des traitements pour des conditions médicales qui ne seraient pas tout à fait stables, je vérifiais peut-être le lithium sur une base plus fréquente, surtout si ils ne sont pas médicalement ou psychiatriquement stables. Gardez présent à l'esprit que le lithium peut aussi modifier la thyroïde, la fonction rénale et l'hyperparentalisme qui sont sur le. Donc, il faut bien sûr, pour la glande parathyroïde, ensuite, donc, il faut vérifier le calcium et bon, donc ça a une influence sur les os et sur le lithium. Mais quant aux effets secondaires et les signes de toxicité, eh bien ici dans ce tableau, vous avez des signes de toxicité du lithium. Oui, le lithium peut créer actuellement des tremblements fins, mais quand vous avez des tremblements grossiers, bien sûr, c'est un signal d'alarme. Bien sûr, les vomissements, ce n'est pas seulement à cause de la thémothérapie, l'ataxie, la dysarthrie, une vision, vu la confusion, et surtout en fin de vie, ce n'est pas nécessairement attribuable à la condition médicale comme telle. Nous allons passer à travers ceci assez rapidement, puisque je pense que nous allons manquer de temps. Gardez présent à l'esprit que le lithium peut augmenter le niveau de globules blancs. Ce n'est pas nécessairement une infection ou parce que vous utilisez des stéroïdes, mais et aussi dans le terme si vous voulez, de modification rénale, il est important de surveiller le lithium pour éviter la toxicité et d'utiliser aussi les différentes médications non stéroïdiennes ou les antidiurétiques parce que là, pour créer des lésions au rein et accroître le niveau du lithium, un néphrologue devrait être impliqué, surtout quand vous avez le DGFR qui descend à quoi? Le DGFR actuellement descend à moins de 30 millilitres par minute. Et quand le patient ne peut pas appeler de pilule, ben, vous appelez votre meilleur ami, le pharmacien. Et le lithium est actuellement assez spécial parce que souvent, les patients qui répondent bien au lithium ne répondent pas aux autres stabilisateurs de l'humeur. Vous devez vous assurer que c'est la bonne chose à faire si vous voulez passer à un autre stabilisant de l'humeur, savoir ce qui est en jeu. Les gens avec l'acide valproique, même chose, vous devez actuellement regarder ce qu'il en est du niveau sérique. Chose importante en fin de vie, c'est que la plupart des patients auront une albumine assez bas. L'acide valproique est fortement lié à l'albumine. Il est donc idéal de doser la le niveau, la portion libre, la fraction libre de l'acide valproique, parce que c'est celle qui est biodisponible. Et si, même si votre niveau d'acide valproique total est dans la plage normale, ça ne veut rien dire, parce que vous ne savez pas si la fraction libre est élevée, trop élevée, et cela pourrait mener à de la toxicité. L'échéancier est à peu près le même que celui du lithium, 10 à 12 heures après l'application de la dose. Et en termes de suivi, l'acide valproique peut mener à une toxicité hépatique, donc il faut vérifier, tester le foie. Les niveaux de globules blancs, eh ben, certaines personnes disent qu'il faut vérifier s'il y a le niveau plaquettaire est bas ou vérifier si votre patient a beaucoup d'échymose. Et pour ma part, je fais le suivi de manière routinière. Et si les tests hépatiques sont normaux, le patient peut avoir de l'hyperimonie
de l'hyper ammoniacase, voilà. Et c'est quelque chose donc il faut vérifier. Je viens de mentionner de faire vérifier pour regarder seulement ce qu'il en est de la toxicité. Si un patient actuellement a des problèmes hépatiques, encore une fois, vous appelez votre meilleur ami, vous considérez un traitement alternatif parce que l'acide valproïque est essentiellement métabolisé par le foie et il peut y avoir des effets gastro-intestinaux et certains patients sont particulièrement ennuyés par cela. Nous savons que souvent en fin de vie, c'est une plainte fréquente et qu'il y a bien sûr des alternatives pour ceux qui ne peuvent pas avaler de comprimé de pilules, il existe une formule liquide, mais encore une fois, la pharmacologie peut vous aider à trouver une alternative aux besoins. La prochaine chose, c'est l'amotrigine. La lamotrigine est un stabilisant de l'humeur beaucoup plus facile à utiliser parce qu'il n'y a pas vraiment de le sérum utilisé, une chose qu'il faut garder présente à l'esprit, c'est qu'il peut y avoir des éruptions cutanées. Je vous dirais que 10% des cutanes vont développer une éruption cutanée bénigne. C'est un peu comme celle que vous voyez en haut de l'image du haut, en somme. Mais si vous voyez que c'est beaucoup plus important, si ça couvre par exemple une partie plus importante de la peau, surtout si c'est sur la partie haute du corps, la partie supérieure, telle le torse, la bouche, les lèvres, cela est un peu plus délicat. Dans ce contexte, je pense que ce serait une urgence médicale. Je vous dirais demander pour une consultation dermatologie. Le patient devra être hospitalisé. Mais si c'est simplement une éruption bénigne, vous pouvez tout simplement actuellement prescrire des stéroïdes topiques qui vont vous tirer d'affaire. Je l'ai mentionné, c'est bien sûr dose dépendant pour la nausée. Cela peut être diminué si c'est un problème et surtout dans le contexte de problèmes hépatiques et de foie déficient. Pour les problèmes rénaux, certains auteurs vont dire non, il faut modifier la dose. D'autres diront oui, il faut vraiment réduire de l'ordre du 25%. Je vous dirais que cela dépend comment le client se présente du point de vue clinique, mais ça peut être réduit si le patient est un peu trop ralenti. Et actuellement, cela peut aider avec le contrôle de la douleur. Je ne vous dirais pas que ça peut contrôler toute la douleur, mais ça peut être un adjuvant. Et pourquoi pas, n'est-ce pas, quand c'est disponible. Pour les antidépresseurs, un patient sur antidépresseurs, encore une fois, pourquoi ce patient était sur les antidépresseurs? Est-ce parce qu'il y a une histoire de traitement réfractaire ou d'épisodes dépressifs sévères, de l'anxiété sévère? Je vous dirais que, d'une manière générale, la sertraline, le citalopram, l'excitalopram et la desvalafaxine sont de bons antidépresseurs dans la mesure où ils sont bien tolérés et qu'ils créent assez peu d'interactions médicaments-médicaments, surtout chez quelqu'un qui est très malade. Et d'autres effets tels la fluoxétine, la paroxétine, la fluvoxamine, les antidépresseurs tricycliques et les inhibiteurs de la MAO. Et finalement, vous savez, c'est pourquoi? Parce que à cause des problèmes avec le CIP 450, ce sont des inhibiteurs, donc il peut y avoir accumulation, puis il y avoir des effets secondaires tels la constipation, tout cela. Donc, ne les utilisez pas autant que possible et qu'ils créent beaucoup d'interactions que les autres médicaments également. Si vous avez un patient sur les antidépresseurs,
ou si vous sentez que vous devez choisir un antidépresseur, j'essaierai d'en choisir un qui pourrait avoir des avantages pour les autres symptômes, tels la duloxétine, qui peut aider avec les problèmes neuromatiques, les poussées de chaleur actuellement peuvent être contrées avec la sertraline, la venlafaxine. La mirtazapine pour les nausées, je pense que la plupart du temps, les gens savent que la mirtazapine pour les praticiens en soins palliatifs savent que ça peut actuellement augmenter l'appétit, mais aussi, bon, ben, le but, en fait, je ne sais pas actuellement, c'était d'intérêt, je l'ai découvert durant ma préparation, et le bupropion peut être utilisé aussi pour la fatigue. Théoriquement, c'est un antidépresseur qui est inactivé, mais pour certains patients, ça peut être à ce point, mais en principe, ça l'est. Du côté des effets secondaires, je vous dirais que tous ceux qui sont ici présents sur la diapositive sont pertinents dans les soins palliatifs, mais les inhibiteurs de la recaptation de la sérotonine actuellement peuvent mener à des hémorragies, la prolongation QTC, surtout, et le bupropion peut aussi mener à des convulsions. Donc, c'est un patient qui est sur ce médicament, sur un antipsychotique et sur disons, avec des débalancements des électrolytes, cela peut mener à des convulsions. Donc, c'est quelque chose à surveiller. Et également, votre meilleur ami, le pharmacien, et un psychiatre peut vous aider quand vous devez changer une formulation qui n'est pas sous la forme de comprimés, de pilules. Je sais, bon, je pense que c'est ce que vous allez retenir de cette présentation. Pharmacie, psychiatrie, demandez leur aide. Et en termes de sédatifs, si vous avez un patient qui a été sur des sédatifs depuis belle lurette, vous devez évaluer ce que sont les risques, les avantages de garder ces médications. Il y a plusieurs risques, comme assez significatifs, dirais-je. Et je pense que vous devez évaluer ce que sont les buts des soins. Si les patients veulent garder leur benzodiazépine ou le trazodone, même si là qui crée de la tension hypostatique, éventuellement des chutes, il faut peut-être en discuter avec le patient. Mais cela peut s'avérer utile. Très souvent, ils aident avec l'anxiété, l'insomnie, d'entrée de jeu. Les benzodiazépines sont des plus utiles avec la nausée, les vomissements, surtout lorsqu'il y a de la chimiothérapie. D'une manière générale, je vous dis que vous utiliserez la dose la plus efficace, la plus basse possible. Et certains médicaments qui ne sont pas métabolisés par le cytochrome, mais l'acronyme, c'est ici l'autre, c'est-à-dire l'oxazépam, le lorazépam, l'oxazépam, le témazépam. Ce sont des médicaments qui ont tendance à s'accumuler avec les patients qui ont des problèmes techniques. Et surtout, les benzodiazépines ont un temps de demi-vie très court, surtout l'oxazalam, et ça peut créer des problèmes. Les drogues s'accumulent dans les tissus adipeux et éventuellement les patients peuvent présenter des effets secondaires et de la toxicité. L'objectif numéro 2, l'intensification des stratégies de prescription pour les retraits et l'augmentation pour les médications psychotropes les plus fréquentes. Vous avez un patient, vous voulez débuter quelque chose, alors comment ajuster la dose? D'une manière générale, je vous dirais que pour ceux qui sont naïfs, frêle ou plus âgé, vous commencez assez bas, vous y allez lentement, mais vous continuez. C'est-à-dire que vous voulez atteindre une dose thérapeutique pour s'assurer que vous aurez finalement un essai optimal pour ce médicament. Pour ceux qui sont des usagers chroniques de médicaments psychotropiques tels vos patients schizophrènes de quelques 55 ans et plus,
Et ceux qui sont sur 3 antipsychotiques, sur un antidépresseur, un stabilisateur de l'humeur, qui sont délirants, eh bien, vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais avec l'antipsychotique? J'en ajoute un, j'augmente la dose, qu'est-ce que je fais? Alors, Possible qu'il requiert des doses élevées. Donc, vous allez devoir peut-être ajouter quelque chose pour améliorer les effets de ce qui est déjà en cours. Il faut faire attention à attendre de voir les effets secondaires avant de changer la prescription. Parfois, ça peut prendre quelques jours avant de voir les effets secondaires qui vont disparaître avec le temps pour certains, mais quand on parle de compensation, c'est souvent des semaines ou des mois. Vous pouvez dire, oui, je sais, j'ai enlevé les antipsychotiques de ce patient, mais il est correct, il n'est pas psychotique. Mais attendons, peut-être que dans 3 mois, il y aura une différence. Donc, les perles cliniques pour les antipsychotiques, comme vous savez, vous allez peut-être parler au haloperidol, qui est une des alternatives qui peut être utilisée également. J'ai mentionné que nous avons aussi le lampazapine parce que ça peut être utilisé comme un sédatif palliatif quand on a un patient qui est assez agité. Et un peu comme avec les antidépresseurs, on peut essayer de faire une pierre deux coups. Donc, ce qu'on veut faire, c'est donner quand on donne un médicament, par exemple, l'haloperidol peut aider avec la nausée, mais je vais mentionner le niveau de la dose. Lorsqu'on a l'haloperidol, quand le patient est assez psychotique, il faut utiliser la médication ou le soin. On peut faire augmenter la dose sans avoir trop peur. Le lanzapine, on l'utilise pour la nausée, mais on peut également augmenter la dose si on veut l'utiliser comme antipsychotique. Et quetiapine, vous pouvez l'utiliser à faible dose pour le site, mais c'est une médication assez intéressante parce que dépendant de la dose, il y a une indication différente. Donc, entre 50 à 300 mg, ça peut agir comme un antidépresseur. Donc, si vous avez déjà quetiapine pour le sommeil, au lieu d'ajouter quelque chose pour la dépression, vous pouvez augmenter la dose. Et si vous continuez d'augmenter, vous allez atteindre la dose d'antipsychotique. Donc, ceux qui sont utilisés à prescrire quetiapine à 25, vous savez, quetiapine 400, 600. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez appeler vos meilleurs amis, les pharmaciens, ils vont vous aider. Une chose qui est importante à comprendre, c'est que la dose des antipsychotiques peut être divisée. Donc, lorsqu'on donne la dose BID, TID, c'est la tolérance qui est améliorée. Donc, au lieu de donner risperidone et adbétine, on peut donner un le matin et un le soir et ça peut faire le travail. Donc, les patients ne vont pas se sentir frêles à nouveau. Donc, pour les antidépresseurs, je suppose que c'est quelque chose qui probablement vous avez à faire dans votre clinique. Vous avez un patient déprimé qui veut commencer des antidépresseurs. Vous avez commencé la dose la plus faible possible. Par exemple, vous avez commencé votre patient sur sertraline 25. Vous ne vous attendez pas à ce que votre patient se porte mieux, c'est sous-thérapeutique, mais vous voulez que votre patient s'habitue aux médicaments pour éviter les effets secondaires. Après 2 semaines, vous augmentez la dose, vous la doublez. Et ensuite, vous attendez. Donc, ce que vous voulez faire, c'est essayer d'avoir un essai clinique optimal. Donc, généralement, on dit d'attendre 2 à 4 semaines. Si après 2 à 4 semaines, le patient n'a aucune réponse,
on augmente la dose et on recommence 2 à 4 semaines après. Par contre, si après 2 à 4 semaines, le patient dit on dirait que j'ai une réponse partielle, je dors beaucoup mieux, je suis moins anxieux, j'ai un peu plus d'énergie, vous attendez. Vous n'augmentez pas la dose. Vous savez, les antidépresseurs, ils prennent beaucoup de temps pour, pour commencer leur travail, donc vous attendez. Et on peut attendre jusqu'à 6 à 8 semaines. Et ensuite, réévaluer pour voir est-ce qu'on a atteint un plateau, est-ce qu'on doit continuer d'augmenter la dose ou peut-être on a trouvé la bonne dose pour ce patient. Donc bien sûr, c'est, je dirais, quelque chose que vous pouvez faire quand votre patient n'a pas une très bonne prognose. Donc vous pouvez voir et... L'interprète s'excuse, je n'ai pas compris cette partie. Ensuite, la question c'est, ok, nous avons atteint 100. Le patient ne répond pas vraiment. Est-ce que je devrais continuer d'augmenter la dose ou est-ce que je devrais augmenter avec un autre agent? Rate the medication. On conseille si le patient ne répond pas aux médicaments, c'est pas de réponse mais terrible nausée et tout cela, là vous pouvez changer. Si les patients n'ont pas essayé beaucoup d'antidépresseurs auparavant, vous avez d'autres antidépresseurs, c'est raisonnable de changer. Et comme j'ai mentionné, si le patient a un pronostic de plusieurs mois, vous pouvez changer. Si le patient atteint les 200, ce qui est la dose maximum recommandée, s'il a un pronostic limité, vous ne voulez pas augmenter la médication, vous voulez ajouter quelque chose pour avoir des effets plus rapides. Donc on a la première ligne, deuxième ligne et troisième ligne. Je pense que olanzapine, même si c'est un médicament de deuxième ligne, si c'est déjà à bord pour la nausée, vous pouvez peut-être l'ajouter pour la première. Ensuite, vous pouvez, si c'est déjà à bord pour le patient, tirez avantage de ces médicaments. D'autres choses à garder en tête, les antidépresseurs, surtout la paroxétine et la venlafaxine, ils peuvent causer le syndrome d'arrêt, donc ils peuvent être très difficiles à arrêter. Ils peuvent être très difficiles à arrêter, donc on peut avoir des syndromes de grippe, des symptômes de grippe, une sensation d'électrocution qui peut durer quelques semaines. Il faut garder en tête que avec citalopram, c'est le citalopram qui peut être une option. C'est particulièrement recommandé chez les personnes âgées et les patients souffrant d'insuffisance hépatique. Une chose pour laquelle mirtazapine est souvent utilisée par mes collègues d'autres spécialités à cause des effets sédatifs, c'est qu'une chose à savoir, c'est que la mirtazapine, alors que vous augmentez la dose, vous perdez cet effet sédatif. Donc, on dit à peu près... il y a aussi de la tolérance. Après quelques jours ou des semaines, même si vous utilisez mirtazapine 7.5, l'effet sédatif ne va pas être là. Donc, gardez cela en tête. C'est plus comme une alternative à court terme pour l'insomnie. Si vous utilisez les TCA, malheureusement, vous ne pouvez pas vraiment doser cela dans le sang. En termes de sédatifs, maintenant, si vous voulez freiner ou arrêter les benzodiazépines, en général, j'essaie de réduire la dose quotidienne totale de 10% par mois, mais si vous voulez vous assurer que le patient tolère tout le processus de retrait, je dirais que c'est plus sécuritaire. Parfois, vous ne pouvez pas parce que la formulation et les doses qui sont disponibles
sont... On vous recommande d'enlever la dose la plus faible possible parce que ça va être un long processus. Donc, malgré le fait que ce ne sont pas des médicaments qui sont bons pour qui sont familiers avec les soins palliatifs, qui ne sont pas très bien pris par le foie, mais si vous avez une bonne indication, je pense que c'est très raisonnable. Et là, j'ai mentionné ma préférence personnelle en termes d'hypnotique que je pense qui causerait moins d'effets secondaires, qui serait plus raisonnable. Mais bien sûr, si vous commencez avec la mélatonine, les patients vont quand même avoir des problèmes pour dormir. Vous allez devoir passer à quelque chose de différent. Je sais que quetiapine, c'est très populaire, mais la quetiapine a peut causer l'hypotension. Ça a quelques propriétés anticoagulantes. Donc, c'est pour ça que c'est pas ma première option. L'amborexone, c'est intéressant. On dirait que ça n'a pas vraiment d'effets cognitifs secondaires. Ce n'est pas addictif. En général, c'est très bien toléré. Donc, c'est pour ça que c'est ma deuxième option. Et à la fin, vous avez doxépine parce que c'est anticoagulant et vous devez faire attention à vos patients. Donc, ça, c'est pour votre référence personnelle. Passons aux psychostimulants. Donc, dans les soins palliatifs, c'est utilisé pour le délire hypoactif, pour améliorer l'attention et la vigilance, également pour les symptômes dépressifs. Et je mentionne les symptômes, mais pas nécessairement la dépression en tant que telle, parce que les preuves montrent que nous n'avons pas randomisé le test et cela, mais ne vous attendez pas à traiter la dépression de votre patient avec avec les psychostimulants, mais c'est une option intéressante quand il y a un dialogue très pauvre et limité, un pronostic faible et limité, et que parfois pour le foie et le rein, quand on a des problèmes, ça peut quand même être, même si c'est pas nécessairement utilisé, ça peut être une bonne option. Gardez à l'esprit qu'il peut y avoir des effets secondaires comme l'anxiété, l'agitation, les symptômes psychotiques et ainsi que des symptômes cardiovasculaires. Donc, dépendant de votre patient, ça peut ne pas être une bonne option. Mais c'est une option. Donc ici, vous avez... En général, nous disons commencer une faible dose. Moi, je commencerais personnellement à 2,5 si j'avais le méthylphénidate, si j'avais un patient très fragile, si c'est très bien toléré le jour. Après, je donnerais 2,5 matin et midi. Vous ne voulez pas le donner à la fin de la journée parce que ça peut causer de l'insomnie, mais vous voulez que votre patient soit plus activé pendant la journée, pas la nuit. Mais modafinil, c'est une autre option. Et je dirais que c'est plus facile de gérer la dose. Par contre, il ne faut pas utiliser la forme à libération prolongée. C'est très comme c'est en général le méthylphénidate à libération immédiate qu'on doit utiliser, mais comme comme l'a mentionné mon ami pharmacien, c'est seulement disponible avec une formulation PO. Donc, si vous voulez que votre patient ait un pronostic court pour la dépression, ça peut être difficile à gérer. Dernière chose, pour reconnaître l'interaction des médicaments et des interactions médicamenteuses entre les médicaments psychotropes et les médicaments couramment utilisés dans le contexte des soins palliatifs. Donc ici, j'aurais probablement pu ajouter plus de diapositives, mais ça dépend vraiment de quel type de patient vous traitez et s'ils sont à un niveau précoce dans leur
diagnostic ou s'ils sont sous chimiothérapie ou thérapie de radiation. Mais voici quelques exemples d'interactions médicamenteuses. Donc, l'allongement de l'intervalle QTC, ça arrive quand citalopram, les antipsychotiques, également s'il y a du lithium, si vous avez quelqu'un sous méthadone ou un type de chimiothérapie, c'est quelque chose à surveiller. Donc vous essayez d'éviter les combinaisons de ce type si possible. Si vous devez utiliser un antipsychotique, parfois il faut utiliser la nouvelle génération d'antipsychotiques comme les médicaments cités. J'ai mentionné un peu plus tôt la myélosuppression. J'ai mentionné que la clozapine peut faire ça. Donc si ça doit arriver, prenez la CBC plus fréquemment. Monitorez la CBC plus fréquemment pour s'assurer que ça n'arrive pas. Les saignements GI, les SSRI et les SNRI, ça peut causer des saignements GI. On doit faire attention à l'hyponatrémie, donc les SSRI, surtout lorsque vous commencez les traitements ou lorsque vous augmentez la dose. Pour pouvoir spécifiquement pour les agents d'hypothérapie, ça peut causer un SIEPH. Donc il faut faire attention au niveau de sel. Et également pour le syndrome sérotoninergique, je ne pense pas que c'est si fréquent que cela, mais en fait tous les antidépresseurs, le lithium et les opioïdes peuvent emmener à ce syndrome. Également quelques médicaments qui peuvent être utilisés dans les soins palliatifs comme ondansetron ou la méthoclopramide. Donc on essaie d'éviter l'utilisation concomitante. Lorsqu'on parle des interactions, j'avais un peu de mal à décider quel tableau j'allais vous montrer. Je dirais que si vous avez à vous rappeler de quelque chose, les psychotropes qui tendent à causer moins d'interactions au niveau des médicaments sont le citalopram, escitalopram, venlafaxine, mirtazaprine et venlafaxine. Pour les antipsychotiques, nous avons mentionné palipéridone parce que c'est très mentionné. Donc c'est pour cela qu'on ne s'inquiète pas vraiment des interactions des médicamenteuses. Les médicaments que vous ne voulez pas utiliser sont ceux qui sont à la fin de la diapositive. Donc fluoxétine, fluvoxamine, c'est très rarement utilisé, mais ça peut être utilisé en combinaison avec clozapine, mais on va pas avoir beaucoup de patients sous cela. Fluoxétine, vous essayez de l'enlever parce que c'est un 2D6 inhibiteur. Parfois, on a des interactions médicamenteuses qui sont plus importantes, donc on essaie d'éviter d'utiliser ces médicaments. Ici, j'ai choisi quelques agents de chimiothérapie. Je ne sais pas s'ils sont vraiment utilisés souvent. Ce n'est vraiment pas mon domaine d'expertise. Bien sûr, nous connaissons tous tamoxifène que nous devons éviter pour les 2D6, les inhibiteurs puissants du 2D6. Mais vous savez quels psychotropes, les médicaments antipsychotropes qui devraient être utilisés. Donc, vous devez faire attention à ces agents. Mais ça dépend du patient, comme je dirais. Donc, nous allons finir sur cela en fait, en résumé, si vous traitez un patient qui est connu pour son usage chronique de psychotropes, ne modifiez pas le traitement sans y avoir réfléchi
et faites intervenir vos meilleurs amis de la pharmacie et de la psychiatrie si nécessaire. Lorsque vous prescrivez les psychotropes dans un contexte palliatif, soyez attentifs aux effets doubles. Si vous pouvez faire une pierre deux coups pour éviter la polypharmacie et tenez compte des différentes interactions pharmacodynamiques et pharmacocinétiques. Donc ici, vous avez les 3 principales références que j'ai utilisées et je suis là si vous avez des questions. Merci beaucoup. Malheureusement, nous avons un peu dépassé le temps, donc je vais avoir une seule question qui est en ligne. Donc, la question, en fait, ces 2 questions, c'est quelles sont vos pensées sur l'utilisation d'antipsychotiques à la fin, les dernières heures, et comment, dépendant du niveau de... L'interprète n'a pas compris la question. Qu'est-ce que je pense de l'usage des antipsychotiques à la fin de la vie? Je ne sais pas ce à quoi cette personne se réfère. Peut-être qu'ils utilisent méthylphénidramine, qui est utilisé souvent, bon, vous savez, pour des délires de fin de vie comme sédation palliative. Je ne suis pas en fait contre cela. Je ne sais pas s'ils se demandent si les patients pourraient être plus agités à la fin de la vie parce que, à cause des antipsychotiques, si c'est une acathésie, l'acathésie, c'est une... Pour certains antipsychotiques ont tendance à causer l'acathésie. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à cette question. C'est une possibilité. Donc, si c'est une acathésie, vous réduisez la dose et vous arrêtez la médication. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser un autre médicament. Vous pouvez toujours passer au midazolam, qui est un traitement pour l'acathésie. Et si vous avez peur d'une attaque, ça peut être aussi un méthadorzone qui est aussi un bon médicament. Merci pour votre participation. Maintenant, je vais présenter Benjamin Kematic, qui est docteur en pharmacologie à l'Université de Buffalo. Je vais faire une présentation rapide parce que je veux qu'il parle, mais vous pouvez être assuré que sa présentation à l'Institut le rend un présentateur très avancé pour la gestion de la fin de la vie. Merci. Ok, donc, merci beaucoup de m'avoir invité. Vous allez remarquer qu'il y a un lien ici. Je vais juste faire une petite... Vous allez voir qui est ici et à qui je parle. Mon nom est Ben, je suis un pharmacologue. J'ai travaillé avec les soins palliatifs cliniques. Je n'ai pas de potentiel conflit d'intérêt clinique, mais nous allons parler de médication sans label. À la fin de cette présentation, j'espère que vous allez pouvoir identifier spécifiquement certains des défis du traitement de la dépression à la fin de la vie, vous rappeler de comment vous pouvez intégrer l'évaluation des critères du traitement de la dépression et l'usage d'antidépresseurs à la fin de la vie. Nous allons également parler des limitations de la plupart des médications qui sont disponibles pour nous, certaines des perles cliniques et les limitations. Nous allons également identifier les thérapies émergentes et les lignes de recherche pour le traitement de la dépression parce que les choses vont changer et nous espérons cela. Je ne sais pas si j'ai tout le cadre de travail, mais je pense que c'est académique. Vous pouvez me corriger à la fin. Donc, premièrement, si vous allez à Paul EV/Benjamin Kema 686, vous devriez être capable de répondre
l'endroit d'où vous venez. Je n'ai pas pu le faire, donc peut-être que vous serez capable de voir les résultats finaux. Ça fonctionne un petit peu. Donc, la plupart d'entre vous sont canadiens, mes excuses. Tout ce dont j'ai parlé de labelliser ou non, c'est d'une perspective américaine, donc je m'excuse pour cela si je me trompe, vous pouvez me corriger à la fin. Donc on va passer à autre chose. Peut-être. Quelle est votre profession? À qui est-ce que je parle? Ça pourrait être très utile pour moi de faire cela. On dirait qu'on a au moins un pharmacien. Ok, donc mes excuses à certains de mes collègues médecins. J'essaie de rendre les diapositives un peu moins lourdes. Et on va parler de qui nous sommes et ce que nous faisons. Bien sûr, nous avons une équipe assez diversifiée, mais principalement des personnes dans la pharmacie. Donc, dans quel domaine est-ce que vous pratiquez en ce moment? Lorsqu'il y a des semaines ou des mois à vivre, je travaille souvent avec des hospices. Donc, on dirait que les soins palliatifs internes pour les patients sont assez importants pour la plupart, oui, du Canada. Donc, l'épidémiologie. Ce dont je vais parler, c'est pourquoi c'est important. C'est une portion significative de notre population. Donc, je travaille principalement avec les patients atteints de cancer. 15 à 30% des patients atteints de cancer souffrent de dépression. Et c'est un problème majeur de qualité de vie. Et au fur et à mesure que nous continuons d'analyser la population, le taux pourrait augmenter année après année. Et l'incidence dans les troubles de l'humeur peut varier selon les types de cancer. Donc, les personnes qui ont un cancer du foie ou du rein peuvent avoir une incidence différente. Et ce n'est pas juste la dépression, l'anxiété, ça peut être des troubles d'adaptation, ça peut être le deuil, d'autres troubles d'anxiété, mais pas tous les symptômes qui arrivent, qui sont traités de manière appropriée avec une médication. Et ça devient plus grave alors que nos patients avancent dans leur maladie. Les symptômes psychosociaux deviennent plus graves. Donc, 59,3% des patients en soins palliatifs le sont. Je pense que c'est très difficile pour moi en tant que pharmacien parce que, premièrement, ce n'est pas juste un symptôme somatique, c'est un syndrome psychosocial. Je me sens très confiant et lorsque les patients ont des douleurs, c'est difficile de les traiter rapidement. Mais comme nous avons discuté avec Dr. Hill, il y a des limitations sérieuses avec les médications que nous avons disponibles en ce moment. Une enquête des médecins des soins palliatifs du Royaume-Uni ont montré que la plupart ne sont pas confortables à diagnostiquer la dépression et 50% d'entre eux n'ont pas accès à un conseil, un psychiatre conseil. Donc ça peut être difficile pour notre équipe de gérer la médication. Donc nous faisons aussi parfois un très bon travail pour distinguer la dépression du deuil et le processus de mort normale et d'éliminer le pronostic limité avec le temps nécessaire. Donc le dépistage de la dépression est plus difficile avec nos patients. Il y a des symptômes comme la perte de poids et la fatigue peuvent ne pas indiquer la dépression dans les soins palliatifs comme ça l'est pour une population plus en santé. Donc on doit distinguer. Ça nous oblige davantage à nous fier à la psychologie et à la cognition au niveau des symptômes de dépression et on doit discerner le deuil et la dépression. Donc, ces patients sont parfois en train de passer à travers un processus normal et sain et le deuil, c'est pas quelque chose qu'on veut traiter avec des médicaments. La dépression, c'est une réponse maladive à la situation quand on perd espoir et qu'on se sent moins bien. Donc, on distingue la dépression et les symptômes dépressifs de
d'un symptôme de deuil normal. La perte d'identité, d'indépendance, d'autres sortes d'obligations non remplies, stress existentiel, nous pouvons traiter par nos médicaments, mais nous n'allons pas le faire de manière efficace. Donc, identifier les patients les plus appropriés pour les médicaments ou une intervention non médicamenteuse serait des plus importants. Comment réaliser cela? D'abord, je ne suis pas médecin, je ne fais pas de diagnostic. Ce que je trouve utile partout, c'est le PHQ2. C'est deux questions très simples. Ce n'est, quand vous le voyez à l'écran, deux questions. Est-ce que vous vous sentez abattu? Est-ce que vous vous sentez, est-ce que vous avez vu, par exemple, que vous avez perdu le sentiment de joie ces 2 dernières semaines? Ça peut être utile pour actuellement vous faire passer à travers votre journée clinique chargée, vos interviews. Et ça a une valeur productive de quelque 98%. Si la réponse à ces deux questions, on peut le trouver par un PHQ-9, c'est-à-dire une façon d'évaluer la sévérité de la dépression pour savoir si le patient est traité ou non, et avec les échelles de dépression que vous pouvez utiliser aussi de manière simultanée, mais je ne prétends pas ici faire un diagnostic. Je laisse là mes collègues médecins, mais enfin, d'après le test de dépistage, en se basant sur le DSM et les autres critères objectifs, et quand vous avez identifié un patient avec la dépression, que vous pensez qu'ils ont besoin d'une intervention, et qu'il faut-il faire? Alors, la première chose, c'est de bien sûr déterminer nos préférences. Je vais les mentionner pour les patients qui peuvent s'attendre à vivre plus longtemps. Il faut peut-être utiliser un antidépresseur plus conventionnel ou d'autres interventions non pharmacologiques. Mais si nous ne pouvons pas donner assez de temps aux médicaments pour devenir efficaces, il faut peut-être faire quelque chose tel que le docteur il a identifié les conditions comorbides et surtout au niveau des symptômes pour les patients en soins palliatifs, où il faut choisir un médicament qui nous donne un effet 2 pour 1, si pas 3 pour 1, et c'est très important. Et si vous avez un bon sens de l'état du patient, en fait, vous pouvez choisir votre intervention. La raison pour laquelle c'est important, c'est que beaucoup de nos interventions prennent du temps pour être efficaces. Il faut choisir celle qui est la plus appropriée pour le patient. Et si c'est une intervention psychologique, eh bien, il faut absolument avoir le temps de pouvoir les engager dans cette relation. J'ai trouvé cet article de Dr. Agnier qui est des plus utiles. Je le lui ai volé parce qu'elle est très bonne et elle parle de plusieurs des interventions non pharmacologiques disponibles pour nos patients. Et on passe à travers les données, comment nos patients en fin de vie peuvent en tirer avantage. Il y a aussi toutes sortes de psychothérapies conventionnelles telles les thérapies behaviorales et qui peuvent demander plusieurs séances, 5 à 10 sur plusieurs mois, mais c'est très efficace. Donc, nous pouvons avoir des patients finalement leur éviter les interactions médicamenteuses ou les effets secondaires, il faut y penser. Et cela aussi, il y a finalement une intervention concentrée, surtout en fin de vie, où actuellement 2 séances actuellement veulent renforcer le sens, la valeur d'eux-mêmes et pour les effets randomisés. On a vu des différences, l'amélioration de la qualité de vie y était, alors ça peut être utile pour ce qui est finalement des thérapies de soutien. Ça peut s'avérer utile, surtout pour les groupes où on peut peut-être avoir finalement voir qu'on peut s'engager avec les autres et ce qui se passe, quelles sont leurs difficultés. Et bien sûr, cela s'est avéré efficace et amélioré la qualité de la vie. Et en fin de vie, pour ce qui est des une semaine ou 2, se concentrer sur le bien-être spirituel peut être efficace pour améliorer la dépression, en fait, le bonheur, etc. Et en fait, surtout les gens avec des techniques limitées, vous pourriez parler peut-être à vos collègues sociaux. Ne parlez pas simplement avec votre pharmacien à propos de tout cela. Il ou elle n'y entend rien, mais en tant que pharmacien, ma chose favorite, c'est que quand je ne recommande pas de médicaments parce qu'il y a autre chose qui peut nous aider, n'est-ce pas?
Alors, qu'en est-il des conditions comorbides que nous pouvons voir chez nos patients? Et très souvent aussi, il y a vraiment toute une série étagée, si vous voulez, de contrôle de la douleur. On peut avoir un meilleur contrôle parce que quand vous êtes seulement en situation de douleur toute la journée, ben, très souvent vous êtes déprimé. Très souvent, moi, on m'appelle et en même temps, si la douleur est relativement bien contrôlée, qu'on peut améliorer, si l'humeur est différente, nous pouvons sélectionner une médication appropriée qui va traiter tant la dépression que la douleur. Et pour ce qui est de l'anxiété, de l'insomnie, de la fatigue, ce sont souvent des éléments importants de ce qui se passe avec les patients déprimés, surtout en fin de vie. Donc, choisir là des médicaments qui peuvent peut-être, si vous voulez, plus ou moins améliorer l'humeur des patients, les aider à dormir. Et en dernier lieu, l'appétit. L'appétit peut être pas simplement bon, enfin bon, actuellement, bon, le langage qu'on utilise en cas de cancer, c'est être capable de mieux combattre, mais être capable d'avaler, de retenir quelques bouchées, ben, surtout si le patient a des problèmes de nausée, d'appétit, le choix d'un médicament peut s'avérer important. Alors, qu'y a-t-il de disponible? Eh ben, nous avons parlé de la plupart d'entre eux. Et bien sûr, actuellement, nous avons que quelques catégories de médicaments. Les inhibiteurs de recaptation de la sérotonine, ce sont les CNRI, les TCA, les stimulants, les antipsychotiques et la kétamine. Nous allons parler des stimulants et de la kétamine aujourd'hui, mais c'est pour dire que nous n'avons pas vraiment beaucoup d'outils. Il y a des différences entre chaque médication individuelle, mais et chaque médicament tel qu'il est ici listé présente des limites. La première dont nous parlerons, ce sont les IRS. Et, euh, et vous savez, vous devez commencer à faible dose. Et c'est et peut-être voir qu'il ne il y aura peut-être d'effets visibles au début. Il faut le prendre pendant 3 semaines, puis après 3 semaines, on va voir où nous irons. Et on ne peut pas répéter assez souvent que le fardeau de prendre une pilule de plus chaque jour pour des patients qu'on leur demande de faire, qui ont souvent très souvent des listes de médicaments longues. C'est très difficile de prendre souvent un médicament. Donc, un, sur, un sondage fait avec les patients à qui on prescrit une statine pour la prévention primaire et cet médicament, actuellement, vous allez le chercher à le pharmacie, ça peut être bon, aussi fait que 50%. L'adhérence à cette médication, c'est quelque 25%. Donc, une personne sur 4 à qui on a prescrit une statine, on dit, ah, ça va vous sauver la vie, il faut la prendre chaque jour pour 10 ans. Eh bien, l'adhérence initiale était aussi faible que 25%. Après plusieurs événements coronaires, cela monte à 40%. Donc, les gens n'aiment pas prendre des médicaments tous les jours. C'est vraiment difficile. Alors, spécialement des médicaments qui ne montrent pas d'avantages immédiats. Il est plus facile, par exemple, de voir quelqu'un qui prend des opiacés. Ils verront immédiatement les effets de ce médicament. Mais pour les IRSC, les SSRI, enfin, etc. Actuellement, le docteur Lair parle bien de ça, pour les effets secondaires, la prolongation de la QTC et au pharmacien, bon, on va commencer la méthadone, c'est ma drogue de choix. Eh bien, gardez présent l'esprit que une insulte à la conduction cardiaque peut s'avérer importante et un effet souvent non mentionné avec les CSRI et c'est les problèmes, c'est que les dysfonctions érectiles sexuelles, etc. Alors ceux qui ont toujours de l'intimité avec leur partenaire, une décroissance de libido, que nous voyons, bon, les SSRI peuvent avoir un impact important là-dessus. C'est quelque chose qui peut avoir des effets secondaires tout à fait intolérables et indépendamment de la série des choses telles la fluoroxétine ou la paroxétine telle docteur l'a dit, bon, elle a fait du bon travail pour montrer l'interaction de ces différentes drogues, ces différents médicaments. Et avec les SSRI actuellement, bon, le syndrome de sevrage peut s'avérer des plus terribles. Et si nous pensons que nos enfants, bon, s'ils perdent la capacité de déglutir après peu de temps, ben, on peut comment penser une médication qu'on ne peut pas donner après quelques semaines, et s'ils se sentiront pire, comme c'est souvent le cas. Alors,
un choix sélectif, bon, de certaines, bon, on a montré comment est-ce que le docteur a montré comment certains citalopram, les citalopram, enfin, paroxétine, enfin, tout ça, comment est-ce qu'ils peuvent être, comment ils peuvent prolonger la QTCT. Bon, la paroxétine ne fait pas de problème avec le paroxétine, mais a plusieurs interactions qui peuvent mettre vos QTC pire, et alors demandez à votre pharmacien. Et finalement, la fluoxétine, ben, elle peut être actuellement très activante en mettant finalement, peut-être, les inhibiteurs sont potentialisés, puis prolonger les QTC. Vous savez, quelqu'un qui ne prend pas bien ses médicaments tous les jours, vous ne pouvez pas nécessairement recommander de la fluoxétine parce que vous pourrez avoir un syndrome de sevrage, même s'ils ont la capacité de valer. Prochaine classe de médicaments, ce sont les SNRI. Les SNRI parce que, enfin, pour la recaptation de la sérotonine, on voit un avantage pour la douleur. Pour moi, je prescris du l'oxétine tous les jours pour les neuropathies. Et c'est l'une des premières choses auxquelles je pense. Je prescris beaucoup plus ça pour la chimiothérapie que pour la dépression, mais c'est aussi que où il y a des preuves, je ne peux pas parler, mais parce qu'ils sont très bons pour les neuropathies périphériques. Si un patient a toujours des neuropathies, ça peut s'avérer un bon choix. Il faut donc dire qu'avec du l'oxétine, il n'y a pas de prolongation de l'onde QTC. Et ça peut en fait même raccourcir la QT en tant que pharmacien, vous ne voyez jamais ça, n'est-ce pas? Et bon, ben, c'est aussi l'inhibition du 2, D6 et d'autres interactions aussi qui ont été présentées par le docteur Riley. Et la venlafaxine peut être efficace également pour la gestion de la douleur ainsi que l'humeur, l'amélioration de l'humeur. C'est moins puissant que comme un inhibiteur de la recaptation de la sérotonine, mais il y a de très 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 bonnes données à cette fois avant que la duloxétine ne commence à être disponible. Et alors, bon, on peut toujours l'utiliser, ça peut s'avérer utile. Et il y a toujours les mêmes limitations que les SSRI, c'est-à-dire 2 à 3 semaines avant qu'il y ait un effet sur l'humeur. Mais pour la douleur, ça peut être pris plus rapidement. Quand on utilise la duloxétine pour la douleur, on peut voir une amélioration en environ 1 semaine, ce qui est assez long. Mais c'est mieux que 3 semaines pour l'effet complet. Comme le docteur il l'a dit, bon ben commencez, réévaluez après une semaine et voyez pour la dose. La duloxétine pour des doses de plus de 60 mg par jour n'ont pas été trouvées plus efficaces, mais pour la gestion de la dépression, par contre, vous allez aussi haut que 120 mg. Les antidépresseurs tricycliques, je suis heureux qu'on en prenne des photos. Ça, c'est mon chat, mon chien. La raison pour laquelle je les mets à l'écran, c'est que comme vous les donnez, bon, ben, ils sont tellement anticholinergiques qu'ils vont vous faire tomber dans les pommes. Mais l'action double pour les tricycliques, c'est pour, bien sûr, la douleur et l'insomnie. Le problème avec l'utilisation des tricycliques comme antidépresseurs, c'est que pour avoir une dose efficace, vous allez devoir causer une vision diffuse et enfin toutes sortes d'effets secondaires qui s'améliorent avec le temps, mais très souvent vont nous empêcher de les utiliser. Bon, les SNRI, par exemple, ont plus d'interactions avec les récepteurs que les SSRI. Ben, les TCN ont encore en plus, les tricycliques, les antidépresseurs anticycliques, les ATC, et en ont beaucoup plus de récepteurs. La mirtazapine, tel que le docteur il l'a mentionné, est assez unique. Ce n'est pas un antidépresseur fréquent classique. Nous ne savons même pas comment ça fonctionne. Et donc, ça rend les choses excitantes pour les pharmaciens parce qu'il y a une action au niveau des récepteurs de l'histamine ainsi que de ceux de la sérotonine. Différents résultats dépendamment de la dose. Et
Et lorsque vous utilisez pas de répression, la dose importe peu, que ce soit 15 ou 30 mg de mirtazapine, et ça améliore tant la masse pondérale que la dépression, peu importe la dose, il n'y a pas d'émission du 2, des 6. Alors, si vous vous souciez de la thémoxaphine, c'est un médicament à utiliser. Peut avoir un effet sédatif à faible dose. Parfois, vous pouvez en avoir trois effets curatifs. Par exemple, l'humeur, l'appétit, la sédation. Très souvent avec la mirtazapine, si vous voyez un effet les premières 2 semaines, vous aurez peut-être un effet prédictif. Vous serez peut-être en mesure de réévaluer votre évaluation. La dernière que nous avons, c'est le bupropion, tel que le docteur Haley l'a mentionné. Ça peut être un activant. Bon, il y a des données, passables, peut-être pas très bonnes pour la fatigue reliée au cancer, mais en tant qu'antidépresseur, ça peut s'avérer aussi un peu utile, dépendamment de la plage de temps, 2 à 3 semaines. Et ça n'a pas d'effet sur la sérotonine, mais ça semble enfin affecter la dopamine et la recaptation de la sérotonine. Alors, il y a toujours un certain seuil. Alors, bon, attention, surtout sur un patient qui veut arrêter de fumer, ça peut, surtout pour les patients en soins palliatifs. Ailleurs, il n'y a pas vraiment de données, donc vous pouvez l'utiliser comme un antidépresseur parce que c'est approuvé. Ce serait une bonne pratique, mais enfin. Et enfin, les choses intéressantes, les médicaments, finalement, à l'essai, c'est peut-être plus que certains des antidépresseurs approuvés, ça peut aller de quelques heures à quelques jours, mais finalement, en se basant sur les principaux symptômes, ça veut dire que la fatigue, l'humeur, etc. Mais il y a une revue Cochrane qui regardait 3 essais avec 62 participants qui ont démontré que les stimulants oraux peuvent réduire les symptômes déprimants à court terme et les symptômes dépressifs comparés à un placebo. Donc, on a trouvé que ces ces psychostimulants étaient bien tolérés comparés au placebo. Donc, il n'y avait pas de gens qui quittaient l'essai en utilisant les psychostimulants plutôt que les placebos. Chose intéressante que nous voulons faire en soins palliatifs, c'est nous voulons utiliser les psychostimulants comme étant un pont pour avoir des résultats avant que les SSRI ou les antidépresseurs traditionnels n'entrent en jeu. Et on peut actuellement, utiliser la méthylphénidate ou le dextroamphétamine. Actuellement, il y aura un effet combiné lorsque nous inventons le métallopram. Et parfois, on ne le voit pas lorsqu'on fait une autre combinaison. Donc, ça peut s'avérer être un pont, mais si vous avez simplement quelques jours, quelques semaines, vous n'avez pas le temps de tourner en rond et d'essayer les SNRI, les SSRI actuellement. Un patient peut vouloir continuer à interagir avec sa famille et ça améliore la qualité de vie. Ainsi, nous pouvons avoir aussi, être très prudent lorsqu'il y a de l'arythmie cardiaque, du délire. La plupart des données sur la méthylphénidate, pour les populations en soins palliatifs, il y a eu un essai seulement, pas vraiment positif pour l'effet dépresseur, mais ça peut dépendre de la capacité du patient à tolérer le médicament en question. Et finalement, en dernier lieu, la kétamine. La kétamine, je l'utilise beaucoup plus pour la douleur, pas nécessairement pour la dépression. Pour vous dire, la kétamine actuellement est finalement un anesthésiant dissociatif utilisé pour différentes procédures chirurgicales. Ce qui est vraiment unique à propos de la kétamine, c'est que la façon dont vous le dispenserez il peut être métabolisé essentiellement après une première et pour l'effet de la kétamine, vous n'aurez pas voir si vous le donnez par voie orale. Et c'est important puisque les essais que nous avons devant nous pour la kétamine ont tous commencé pour des infusions par voie intraveineuse. Et ce ne sont pas des populations en soins palliatifs, c'était des gens qui avaient des problèmes de dépression. Mais quand nous donnions de la kétamine, nous voyons une réduction robuste et rapide des symptômes de l'ordre de quelques heures, 6 heures plus tard. Et pour 3 jours, les patients qui reçoivent 0,5 mg de kétamine par kilogramme reçoivent perçoivent une amélioration substantielle. Et quant à l'effet anesthésique, on peut aussi mesurer l'effet de les effets de la kétamine sur l'antidépresseur. Comment est-ce qu'il fonctionne? C'est peut-être un récepteur, un bloquant de la
NMDA. Et c'est un des derniers antagonistes des récepteurs de la NMDA qui démontre cet effet. Ce n'est pas... Bon, alors, comment tu veux que ça fonctionne? Eh bien, ça active aussi les récepteurs mTOR ainsi que les récepteurs mammaliens de la rapamycine. Et aussi, vous pouvez... Bon, nous avons trouvé que le naloxone et la naltrexone peuvent aussi bloquer l'effet antidépressant de la kétamine. Peut-être y a-t-il en fait, des diffusions d'opioïdes endogènes, ou d'opiacés endogènes plutôt, et peut-être y a-t-il actuellement des choses qui entrent en jeu au niveau du système des opiacés endogènes, en substance. Est-ce que ça fonctionne? Eh bien, la méta-analyse part pour infusion intraveineuse. Et bon, il y a une révision systématique de 234 participants sur 9 différents études. C'était des gens qui avaient des syndromes bricolaires, dépression sévère, etc. Et c'était des dépressions aussi résistantes au traitement. C'est-à-dire que les antidépresseurs classiques avaient échoué. C'était de 0,5 à 0,1 mg par kilogramme par heure par 40 minutes. Et finalement, c'était pour 14 à 15 jours. Et eh bien, il y avait une réduction accrue des symptômes dépressifs. Pour plus d'une semaine, moins de 2 semaines. Et quand on dit que c'était comparé aux essais, c'était rapide, c'est soutenu pour environ une semaine, les résultats, j'entends. Et quand on parlait de ce qu'en est de la S-kétamine, qu'en est-il avec la différence entre la kétamine en et le placebo n'était pas différente. Mais la kétamine était considérée acceptable par rapport au placebo. La seule fois qu'on avait des symptômes psychiatriques plus hauts pour la kétamine par rapport au placebo, c'était durant l'infusion ou immédiatement après l'infusion. Je le souligne parce que l'eskétamine est appliqué pour les traitements résistants à la dépression et on définit une dépression qui est résistante avec qu'on définit comme étant une réponse après 2 médicaments appliqués qui n'ont pas eu d'effet. Donc, vous pouvez essayer des séries et puis vous avez traité, puis vous pouvez peut-être essayer l'escatamine. L'escatamine est finalement un spray intranasal donné 2 fois par semaine pour 4 semaines. Éventuellement, ça peut passer à une dose bi-hebdomadaire ou bimensuelle. Et actuellement, il y a eu 3 essais à court terme et l'un avec un contrôle avec placebo, mais il y avait aussi quelque chose de par rapport à un placebo avec un antidépresseur. L'un des 4 essais a montré que la scatamine a donc avérée plus importante et ça a été approuvé comme médicament, comme drogue Big Pharma. Et quels autres médicaments sont disponibles avec nous? Eh bien, aux États-Unis, pour pouvoir donner de l'eskétamine, il faut avoir ce que nous parlons une stratégie de réduction des risques. Et quand vous avez, par exemple, les médicaments pour un traitement résistant à la dépression, de la dépression résistante au traitement plutôt, et cela peut seulement être donné dans un environnement clinique de manière intranasale 2 fois par semaine pour ces patients. Cela réduit de manière significative les accès parce que sinon on peut avoir de l'escamine en 5 minutes, mais sinon l'escamine, oubliez ça. Pour ce qui est des essais, il y a eu un risque 7 fois plus élevé de situation de la escatamine par rapport au placebo, a été beaucoup moins bien toléré que la kétamine racémique par intraveineuse. Elle est donc pas aussi bien tolérée sous forme orale que sous forme intraveineuse. C'est difficile pour que les patients continuent à travers tout l'essai. C'est peut-être une des raisons pour laquelle seulement l'un des 4 essais a pu être significatif. En bout de ligne, les avantages de l'escatamine ont tendance à se prolonger. Essentiellement, c'est tous les 3 jours. Après ça, 4, 5, 6. On ne sait pas ce que sont les recommandations pour la S-escatamine, mais
et jusqu'à quel point est-ce qu'on peut, on peut passer de bi-hebdomadaire à autre chose, mais euh, après ça, il n'y a pas beaucoup, tellement de directives. Et pour une population, ça peut, en soins palliatifs, c'est peut-être pas tellement important. On ne connaît pas les doses, les recommandations pour le long terme. Et nous comprenons très, très mal le système des opiacés endogènes, et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas en dire beaucoup. Alors, ce qui s'en vient en 2016, nous avons vu actuellement des essais sur la psilocybine qui améliorait considérablement les dépressions en soins palliatifs et aussi l'assistance avec les MDMA pour les patients sérieusement malades. Ces médicaments ne sont pas disponibles pour vous et moi pour le moment, mais je vois le docteur Brosson peut-être que, parfois, il y a Farber seulement qui fait des essais, mais euh, je crois que c'est très important. Ça va changer la pratique si nous sommes en mesure de les avoir. Ils fonctionnent rapidement. Ils ne sont pas aussi lourds que, par exemple, l'esketamine pour ce qui est du dosage. Il y a plusieurs euh, séances de formation aujourd'hui qui parlaient finalement des thérapies assistées par les psychédéliques. Alors mais c'est encore, si vous voulez, au stade initiaux. Alors, en conclusion, gérer la dépression en fin de vie peut être tout un défi. Il est difficile de faire la différence entre la dépression et les symptômes propres à la fin de vie. Il faut donc identifier les patients qui seraient les plus à même d'être les objets d'une intervention pharmacologique ou pas. Il faut, quand c'est le cas aussi, s'occuper des syndromes comorbides et nous pouvons aussi utiliser des stimulants pour augmenter le traitement de la dépression en fin de vie, sur la kétamine pour la douleur. De toute façon, vous aurez peut-être un effet bénéfique en soi. Et les choses vont changer dans les 10 ou 15 prochaines années. Voilà, c'est tout ce que j'avais. Merci beaucoup. Alors, il nous reste 3 minutes pour les questions. J'en ai une actuellement qui est venue par l'application. Alors, un commentaire pour la Confédération d'Ottawa. C'est disponible actuellement. Les champignons magiques actuellement, c'est toujours disponible comme étant un programme spécial. Pour les cliniciens, c'est un peu plus compliqué, mais il est possible d'avoir ça avec un programme à accès spécial. Ouais. Oui, à mon hôpital, nous avons 3 patients avec sous des essais contrôlés. Oui. Alors voilà, qu'en est-il de la mirtazapine à 0,5 pour un stimulant de l'appétit dans ce contexte? La mirtazapine, voilà. Eh bien, je pense que à 50 ou 15 ou 30, ça peut s'avérer utile pour la dépression, ce que nous avons vu avec les antidépresseurs réguliers pour les patients qui n'étaient pas en soins palliatifs actuellement. Vous savez, il y aura des gains de poids, pas nécessairement sous la forme de poids, peut-être sous la forme de poids pondéral musculaire. Et peut-être que les patients voudraient-ils manger un peu plus, mais en même temps, si vous avez quelqu'un dont vous souciez, la martazépine, 7,5, ce serait un peu plus sédatif qu'une dose plus élevée. Mais c'est toujours raisonnable d'essayer ça. C'est un médicament raisonnable, pour autant que le patient est relativement, s'il est un peu robuste ou elle est un peu robuste, j'essaierais peut-être 15, mais enfin 15 mg. Et actuellement, surtout dans un patient au niveau d'un hospice, en fait CHSLD, en fait quelque chose du genre, s'ils deviennent démoralisés, déprimés, quel antidépresseur actuellement pour les soignants, en fait? Ben, qu'est-ce que c'est? La vitamine K. Oh, oui, c'est difficile. Non, non, essayez d'aller voir essentiellement votre chapelain, traiter tous les symptômes somatiques que vous pourrez et essayez de faire quelque chose. En fait, si le patient répond alors qu'ils essaient, on sent qu'on les écoute et les soignants actuellement répondront également. Vous savez, ce que nous faisons actuellement, ça échoue, n'est-ce pas? Parce que
il y a des difficultés à voir un patient souffrir. Et bon, encore une fois, si vous avez des choses comme la kétamine disponible, et bon, s'il y a vraiment de la douleur, c'est raisonnable de l'essayer. Mais il n'y a pas de balle magique là, pas encore. C'est difficile et c'est difficile de effectivement voir ce qu'il en est de la tristesse et de tout cela. Dernière question. Quelles sont les preuves pour la kétamine orale dans le cas de dépression? Je n'en ai jamais vu. C'est seulement par infusion intraveineuse. Si quelqu'un est au courant de quelque chose, j'aimerais bien les voir. Mais je pense que, bon, lors de la revue Cochrane, ils ont travaillé avec des cas d'intraveineuse. Et j'ai travaillé un peu là-dessus, puis bon, c'était utilisé peut-être pour l'anxiété en opération, mais encore une fois, ce n'est pas d'une balle magique. Alors merci beaucoup à vous deux et nous vous remercions. I'll be back here. Maintenant, c'est l'heure du lunch et nous allons revenir ici à 2 heures pour la prochaine session.